Le Conseil du Prince. C'est grâce à ceux qu'il compose que j'ai pu m'absenter de Rome pendant des années et n'y rentrer qu'en passant. Je correspondais avec eux par les courriers les plus rapides, en cas de danger par les signaux des sémaphores. Ils ont formé à leur tour d'autres auxiliaires utiles. Leur compétence est mon œuvre. Leur activité bien réglée m'a permis de m'employer moi-même ailleurs. Elle va me permettre sans trop d'inquiétude de m'absenter dans la mort. Sur 20 ans de pouvoir, j'en ai passé 12 ans sans domicile fixe. J'occupais à tour de rôle les palais des marchands d'Asie, les sages maisons grecques, les belles villas munies de bains et de calorifères des résidents romains de la Gaule, les huttes ou les fermes, la tente légère, l'architecture de toile et de cordes était encore la préférée. Les navires n'étaient pas moins variés que les logis terrestres. J'eus le mien, pourvu d'un gymnase et d'une bibliothèque, mais je me défiais trop de toute fixité pour m'attacher à aucune demeure, même mouvante. La barque de plaisance d'un millionnaire syrien, les vaisseaux de haut bord de la flotte ou le caïque d'un pêcheur grec convenaient tout aussi bien. Le seul luxe était la vitesse, et tout ce qui la favorise, les meilleurs chevaux, les voitures les mieux suspendues, les bagages les moins encombrants, les vêtements et les accessoires les mieux appropriés au climat. Mais la grande ressource était avant tout l'état parfait du corps. Une marche forcée de 20 lieues n'était rien. Une nuit sans sommeil n'était considérée que comme une invitation à penser. Peu d'hommes aiment longtemps le voyage, ce bris perpétuel de toutes les habitudes, cette secousse sans cesse donnée à tous les préjugés. Mais je travaillais à n'avoir nul préjugé et peu d'habitude. J'appréciais la profondeur délicieuse des lits, mais aussi le contact et l'odeur de la terre nue, les inégalités de chaque segment de la circonférence du monde. J'étais fait à la variété des nourritures, gruau britannique ou pastèque africaine. Il m'arriva un jour de goûter au gibier à demi pourri qui fait les délices de certaines peuples germaniques. J'en vomis, mais l'expérience fut tentée. Fort décidé dans mes préférences en amour, je craignais même là les routines. Ma suite, bornée à l'indispensable ou à l'exquis, m'isolait peu du reste du monde. Je veillais à ce que mes mouvements restassent libres, mon abord facile. Les provinces, ces grandes unités officielles dont j'avais moi-même choisi les emblèmes, la Britannia sur son siège de rocher ou la Dacie et son cimetière, se dissociant en forêt dont j'avais cherché l'ombre, en puits où j'avais bu, en individus rencontrés au hasard des Alpes, en visages connus, parfois aimés. Je connaissais chaque mille de nos routes. Le plus beau don peut-être que Rome ait fait à la terre, mais le moment inoubliable était celui où la route s'arrêtait au flanc d'une montagne, où l'on se hisse de crevasse en crevasse, de bloc en bloc, pour assister à l'aurore du haut d'un pic des Pyrénées ou des Alpes. Quelques hommes avant moi avaient parcouru la terre. Pythagore, Platon, une douzaine de sages et bon nombre d'aventuriers. Pour la première fois, le voyageur était en même temps le maître, pleinement libre de voir, de réformer, de créer. C'était ma chance. Et je me rendais compte que des siècles peut-être passeraient avant que se reproduisît cet heureux accord d'une fonction, d'un tempérament, d'un monde. Et c'est alors que je m'aperçus de l'avantage qu'il y a à être un homme nouveau, et un homme seul, fort peu marié, sans enfant, presque sans ancêtre, Ulysse sans autre Ithaque qu'intérieur. Il faut faire ici un aveu que je n'ai fait à personne. Je n'ai jamais eu le sentiment d'appartenir complètement à aucun lieu, pas même à mon Athènes bien-aimée, pas même à Rome, étranger partout, je ne me sentais particulièrement isolé nulle part. J'exerçais en cours de route les différentes professions dont se compose le métier d'empereur. J'endossais la vie militaire comme un vêtement devenu commode à force d'avoir été porté. Je me remettais sans peine à parler le langage des camps, ce latin déformé par la pression des langues barbares, semé de jurons rituels et de plaisanteries faciles. Je me réhabituais à l'encombrant équipement des jours de manœuvre, à ce changement d'équilibre que produit dans tout le corps la présence au bras gauche du lourd bouclier. Le long métier de comptable m'astreignait partout davantage, qu'il s'agit d'apurer les comptes de la province d'Asie ou ceux d'une petite bourgade britannique endettée par l'érection d'un établissement thermal. J'ai déjà parlé du métier de juge. Des similitudes tirées d'autres emplois me venaient à l'esprit. Je pensais au médecin ambulant guérissant les gens de porte en porte, à l'ouvrier de la voirie appelé pour réparer une chaussée ou ressouder une conduite d'eau, en surveillant qui court d'un bout à l'autre du blanc des navires, encourageant les rameurs, mais utilisant son fouet le moins possible. Et aujourd'hui, sur les terrasses de la villa, regardant les esclaves émonder les branches ou cercler les plates-bandes, je pense surtout au sage va-et-vient du jardinier. Les artisans que j'emmenais dans mes tournées me causèrent peu de soucis. Leur goût du voyage égalait le mien, mais j'eus des difficultés avec les hommes de lettres. L'indispensable Flégon a des défauts de vieille femme, mais c'est le seul secrétaire qui ait résisté à l'usage. Il est encore là. Le poète Fleurus, à qui j'offris un secrétariat en langue latine, s'écria partout qu'il n'aurait pas voulu être César et avoir à supporter les froissites et les pluies bretonnes. Les longues randonnées à pied ne lui disaient rien non plus.
De mon côté, je lui laissais volontiers les délices de la vie littéraire romaine, les tavernes où l'on se rencontre pour échanger chaque soir les mêmes bonbons et se faire fraternellement piquer des mêmes moustiques. J'avais donné à Suétone la place du curateur des archives qui lui permit d'accéder aux documents secrets dont il avait besoin pour ses biographies des Césars. Cet habile homme, si bien surnommé Tranquillus, n'était concevable qu'à l'intérieur d'une bibliothèque. Il resta à Rome, où il devint l'un des familiers de ma femme, un membre de ce petit cercle de conservateurs mécontents qui se réunissaient chez elle pour critiquer le train dont va le monde. Ce groupe me plaisait peu. Je fis mettre à la retraite Tranquillus, qui s'en alla dans sa maisonnette des Monts-Sabins rêver en paix aux vices de Tibère. Favorinus d'Arlès eut quelque temps un secrétariat grec. Ce nain à voix flûtée n'était pas dépourvu de finesse. C'était un des esprits les plus forts que j'ai rencontrés. Nous nous disputions, mais son érudition m'enchantait. Je m'amusais de son hypocondrie, qui le faisait s'occuper de sa santé comme un amant d'une maîtresse aimée. Son serviteur hindou lui préparait du riz venu à grands frais d'Orient. Par malheur, ce cuisinier exotique parlait fort mal le grec, et fort peu en aucune langue. Il ne m'apprit rien sur les merveilles de son pays natal. Favorinus se flattait d'avoir accompli dans sa vie 3 choses assez rares. Gaulois, il s'était hellénisé mieux que personne. Homme de peu, il se querellait sans cesse avec l'empereur, et ne s'en portait pas plus mal pour cela, singularité qui d'ailleurs était tout à mon crédit. Impuissant, il payait continuellement l'amende pour adultère. Et il est vrai que ces administratrices de province lui créaient des ennuis dont j'eus plus d'une fois à le tirer. Je m'en lassai, et Eudémon prit sa place. Mais dans l'ensemble, j'ai été étrangement bien servi. Le respect de ce petit groupe d'amis et d'employés a survécu. Les dieux savent comment, à l'intimité brutale des voyages, leur discrétion a été plus étonnante encore, si possible que leur fidélité. Les Suétones de l'avenir auront fort peu d'anecdotes à récolter sur moi. Ce que le public sait de ma vie, je l'ai révélé moi-même. Mes amis m'ont gardé mes secrets, les politiques et les autres. Il est juste de dire que j'en fis souvent autant pour eux. Construire, c'est collaborer avec la terre. C'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais. C'est contribuer aussi à ce lent changement qui est la vie des villes. Que de soins pour trouver l'emplacement exact d'un pont ou d'une fontaine, pour donner à une route de montagne cette courbe la plus économique qui est en même temps la plus pure. L'élargissement de la route de Mégare transformait le paysage des roches cicroniennes. Les quelques 2000 stades de voies d'allées, munis de citernes et de postes militaires, qui unissent Antinoé à la mer Rouge, faisaient succéder au désert l'ère de la sécurité à celle du danger. Ce n'était pas trop de tout le revenu de 500 villes d'Asie pour construire un système d'aqueduc en Troade. L'aqueduc de Carthage repayait en quelque sorte les duretés des guerres puniques. Élever des fortifications était en somme la même chose que construire des digues. C'était trouver la ligne sur laquelle une berge ou un empire peut être défendu, le point où l'assaut des vagues ou celui des barbares sera contenu, arrêté, brisé. Creuser des ports, c'était féconder la beauté des golfes. Fonder des bibliothèques, c'était encore construire des greniers publics. Amasser des réserves contre un hiver de l'esprit qu'à certains signes, malgré moi, je vois venir. J'ai beaucoup reconstruit. C'est collaborer avec le temps sous son aspect de passé, en saisir ou en modifier l'esprit, lui servir de relais vers un long, plus long avenir. C'est retrouver sous les pierres le secret des sources. Notre vie est brève. Nous parlons sans cesse des siècles qui précèdent ou qui suivent le nôtre comme s'ils nous étaient totalement étrangers. J'ai touché pourtant dans mes jeux avec la pierre. Ces murs que j'étais sont encore chaudes du contact de corps disparus. Des mains qui n'existent pas encore caresseront ces fûts de colonnes. Plus j'ai médité sur ma mort, et surtout sur celle d'un autre, plus j'ai essayé d'ajouter à nos vies ces rallonges presque indestructibles. À Rome, j'utilisais de préférence la brique éternelle, qui ne retourne que très lentement à la terre dont elle est née, et dont le tassement ou l'effritement imperceptible se fait de telle manière que l'édifice reste montagne, alors même qu'il a cessé d'être visiblement une forteresse, un cirque ou une tombe. En Grèce, en Asie, j'employais le marbre natal, la belle substance qui, une fois taillée, demeure fidèle à la mesure humaine, si bien que le plan du temple tout entier reste contenu dans chaque fragment de tambour brisé. L'architecture est riche de possibilités, plus variées que ne le feraient croire les 4 ordres de Vitruve. Nos blocs, comme nos tons musicaux, sont susceptibles de regroupements infinis. Je suis remontée pour le Panthéon à la vieille Étrurie des devins et des aruspices. Le sanctuaire de Vénus, au contraire, arrondi au soleil des formes ioniennes, des profusions de colonnes blanches et roses autour de la déesse de chair d'où sortit la race de César. L'Olympéon d'Athènes se devait d'être l'exact contrepoids du Parthénon, étalé dans la plaine comme l'autre s'érige sur la colline, immense où l'autre est parfait.
l'ardeur au genou du calme, la splendeur au pied de la beauté. Les chapelles d'Antinous et ses temples, chambres magiques, monuments d'une mystérieuse passage entre la vie et la mort, oratoire d'une douleur et d'un bonheur étouffant, étaient le lieu de la prière et de la réapparition. Je m'y livrai à mon deuil. Mon tombeau sur le rive du Tibre reproduit à une échelle gigantesque les antiques tombes de la voie appienne, mais ses proportions mêmes le transforment, font songer à Ctésiphon, à Babylone, aux terrasses et aux tours par lesquelles l'homme se rapproche des astres. L'Égypte funéraire a ordonné les obélisques et les allées de sphinx, de cénotaphes qui imposent à une Rome vaguement hostile la mémoire de l'ami jamais assez pleuré. La villa était la tombe des voyages, le dernier campement du nomade. L'équivalent, construit en marbre, des tentes et des pavillons des princes d'Asie. Près de tout ce que notre goût accepte de tenter le fut déjà dans le monde des formes. Je passai à celui de la couleur, le jaspe vert comme les profondeurs marines, le porphyre grenu comme la chair, le basalte, la morne obsidienne, le rouge dense des tentures sornées de broderies de plus en plus savantes. Les mosaïques des pavements ou des murailles n'étaient jamais assez mordorées, assez blanches ou assez sombres. Chaque pierre était l'étrange concrétion d'une volonté, d'une mémoire, parfois d'un défi. Chaque édifice était le plan d'un songe. Plotinopolis, Andrinople, Antinoé, Adrionoter, j'ai multiplié le plus possible ces ruches de l'abeille humaine. Le plombier et le maçon, l'ingénieur et l'architecte présidant à ces naissances de villes, l'opération exige aussi certains dons de sourcier. Dans un monde encore plus qu'à demi dominé par les bois, le désert, la plaine en friche, c'est un beau spectacle qu'une rue d'allée, un temple à n'importe quel dieu, des bains et des latrines publiques, la boutique où le barbier discute avec ses clients, les nouvelles de Rome, une échoppe de pâtissier, de marchand, de sandales, peut-être de libraire, une enseigne de médecin, un théâtre où l'on joue de temps en temps une pièce de Terence. Nos délicats se plaignent de l'uniformité de nos villes. Ils souffrent d'y rencontrer partout la même statue d'empereur et la même conduite d'eau. Ils ont tort, la beauté de Nîmes diffère de celle d'Arles. Mais cette uniformité même, retrouvée sur 3 continents, contente le voyageur comme celle d'une borne militaire. Les plus triviales de nos cités ont encore leur prestige, rassurant de relais, de postes ou d'abris, la ville. Le cadre, la construction humaine monotone si l'on veut, mais comme sont monotones les cellules de cire et bourrées de miel, le lieu des contacts et des échanges, l'endroit où les paysans viennent pour vendre leurs produits et s'attardent pour regarder bouche bée les peintures d'un portique. Mes villes naissaient de rencontres, la mienne avec un coin de terre, celle de mes plans d'empereur avec les incidents de ma vie d'homme. Plotinopolis est due au besoin d'établir en trace de nouveaux comptoirs agricoles, mais aussi au tendre désir d'honorer Plotine. Adrianoter est destiné à servir d'emporium aux forestiers d'Asie. Ce fut d'abord pour moi la retraite d'été, la forêt giboyeuse, le pavillon de troncs équarris au pied de la colline d'Athis, le torrent couronné d'écume où l'on se baigne chaque matin. Adrianople, en Épire, rouvre un centre urbain au sein d'une province appauvrie. Elle sort d'une visite au sanctuaire de Dodone. Andrinople, ville paysanne et militaire, centre stratégique à l'orée des régions barbares, est peuplée de vétérans des guerres samartes. Je connais personnellement le fort et le faible de chacun de ces hommes, leur nom, le nombre de leurs années de service et de leurs blessures. Antinoé, la plus chère, née sur l'emplacement du malheur, est comprimée sur une étroite bande de terre aride entre le fleuve et le rocher. Je n'en tenais que plus à l'enrichir. D'autres ressources, le commerce de l'Inde, les transports fluviaux, les grâces savantes d'une métropole grecque. Il n'y a pas de lieu sur terre que je désire moins revoir. Il y en a peu auxquels j'ai consacré plus de soins. Cette ville est un perpétuel péristyle. Je corresponds avec Fidus Aquila, son gouverneur, au sujet des propylées de son temple, des statues, de son arche. J'ai choisi les noms de ses blocs urbains et de ses dèmes, symboles apparents et secrets, catalogue très complet de mes souvenirs. J'ai tracé moi-même le plan des colonnades corinthiennes qui répondent le long des berges à l'alignement régulier des palmes. J'ai 1000 fois parcouru en pensée ce quadrilatère presque parfait, coupé de rues parallèles, scindé en deux par une avenue triomphale qui va d'un théâtre grec à un tombeau. Nous sommes encombrés de statues gorgées de délices peintes ou sculptées, mais cette abondance fait illusion. Nous reproduisons inlassablement quelques douzaines de chefs-d'œuvre que nous ne serions plus capables d'inventer. Moi aussi, j'ai fait confier pour la villa d'Hermaphrodite et le Centaure, la Niobide et la Vénus. J'ai tenu à vivre le plus possible au milieu de ces mélodies de formes. J'encourageais les expériences avec le passé, un archaïsme savant qui retrouve le sens d'intention et de technique perdue. Je tentais ces variations qui consistent à transcrire en marbre rouge un Mariasias écorché de marbre blanc,
le ramenant ainsi au monde des figures peintes ou à transporter, dans le nom du temps du paros, le grain noir des statues d'Égypte, à changer l'idole en fantôme. Notre art est parfait, c'est-à-dire accompli, mais sa perfection est susceptible de modulations aussi variées que celle d'une voix pure. À nous de jouer ce jeu habile qui consiste à se rapprocher ou à s'éloigner perpétuellement de cette solution trouvée une fois pour toutes, d'aller jusqu'au bout de la rigueur ou de l'excès, d'enfermer d'innombrables constructions nouvelles à l'intérieur de cette belle sphère. Il y a avantage à avoir derrière soi 1000 points de comparaison, à pouvoir à son gré continuer intelligemment Scopas ou contredire voluptueusement Praxitèle. Mes contacts avec les arts barbares m'ont fait croire que chaque race se limite à certains sujets, à certains modes parmi les modes possibles. Chaque époque opère encore un tri parmi les possibilités, offertes à chaque race. J'ai vu en Égypte des dieux et des rois colossaux. J'ai trouvé au poignet des prisonniers samarques des bracelets qui répètent à l'infini le même cheval au galop, ou les mêmes serpents se dévorant l'un l'autre. Mais notre art, j'entends celui des Grecs, a choisi de s'en tenir à l'homme. Nous seuls avons su monter dans un corps immobile la force et l'agilité latentes. Nous seuls avons fait d'un front lisse l'équivalent d'une pensée sage. Je suis comme sculpteur. L'humain me satisfait. J'y trouve tout. Jusqu'à l'éternel, la forêt tant aimée se ramasse pour moi tout entière dans l'image du centaure. La tempête ne respire jamais mieux que dans l'écharpe ballonnée d'une déesse marine. Les objets naturels, les emblèmes sacrés, ne valent qu'alourdis d'associations humaines. La pomme de pin phallique est funèbre, la vasque aux colombes qui suggère la sieste au bord des fontaines, le griffon qui emporte le bien-aimé au ciel. L'art du portrait m'intéressait peu. Nos portraits romains n'ont qu'une valeur de chronique. Copies marquées de rides exactes ou de verrues uniques, décalques de modèles qu'on coudoie distraitement dans la vie et qu'on oublie sitôt mort. Les Grecs, au contraire, ont aimé la perfection humaine au point de se soucier assez peu du visage varié des hommes. Je ne jetai qu'un coup d'œil à ma propre image, cette figure basanée, dénaturée par la blancheur du marbre, ses yeux grands ouverts, cette bouche mince et pourtant charnue, contrôlée jusqu'à trembler. Mais le visage d'un autre m'a préoccupé davantage. Sitôt qu'il compta dans ma vie, l'art cessa d'être un luxe, devint une ressource, une forme de secours. J'ai imposé au monde cette image. Il existe aujourd'hui plus de portraits de cet enfant que de n'importe quel homme illustre, de n'importe quelle reine. J'eus d'abord à cœur de faire enregistrer par la statuaire la beauté successive d'une forme qui change. L'art devint ensuite une sorte d'opération magique, capable d'évoquer un visage perdu. Les effigies colossales semblaient un moyen d'exprimer ces vraies proportions que l'amour donne aux êtres. Ces images, je les voulais énormes, comme une figure vue de tout près, haute et solennelle, comme les visions et les apparitions du cauchemar, pesante comme les restés se souvenir. Je réclamais un fini parfait, une perfection pure. Ce Dieu n'est pour ceux qui l'ont aimé tout être mort à 20 ans, et aussi la ressemblance exacte, la présence familière, chaque irrégularité d'un visage plus cher que la beauté. Que de discussions pour maintenir la ligne épaisse d'un sourcil, la rondeur un peu tuméfiée d'une lèvre. Je comptais désespérément sur l'éternité de la pierre, la fidélité du bronze, pour perpétuer un corps périssable, ou déjà détruit, mais j'insistais aussi pour que le marbre, loin chaque jour d'un mélange d'huile et d'acide, prît le poli et presque le moelleux d'une chair jeune. Ce visage unique, je le retrouvais partout. J'amalgamais les personnes divines, les sexes et les attributs éternels, la dure Diane des forêts ou Bacchus mélancolique, l'Hermès vigoureux des palestres au dieu double qui dort, la tête contre le bras dans un désordre de fleurs. Je constatais à quel point un jeune homme qui pense ressemble à la virile Athéna. Mes sculpteurs s'y perdaient un peu, les plus médiocres tombaient çà et là dans la mollesse ou dans l'emphase. Tous pourtant prenaient plus ou moins part au songe. Il y a les statues et les peintures du jeune vivant, celles qui reflètent ce paysage immense et changeant, qui va de la 15e à la 20e année, le profil sérieux de l'enfant sage, cette statue où un sculpteur de Corinthe a osé garder le laisser-aller du jeune garçon qui bombe le ventre en avançant les épaules, la main sur la hanche comme s'il surveillait au coin d'une rue une partie de dés. Il y a ce marbre où Papias d'Aphrodisia a tracé un corps plus connu, désarmé, d'une fraîcheur fragile de narcisse, et a resté à sculpter sous mes ordres, dans une pierre un peu rugueuse, cette petite tête impérieuse et fière. Il y a les portraits d'après la mort, et où la mort a passé, ces grands visages aux lèvres savantes, chargés de secrets qui ne sont plus les miens, parce que ce ne sont plus ceux de la vie. Il y a ce bas-relief où le carien Antanagnos a doué d'une grâce élyséenne, le vendangeur vêtu de soie grège, et le museau amical du chien pressé contre une jambe nue. Et ce masque presque intolérable, œuvre d'une sculpteur de sirène où le plaisir et la douleur fusent et s'entrechoquent,
sur ce même visage comme deux vagues sur un même rocher, et ces petites statuettes d'argile à un sou qui ont servi à la propagande impériale, Tellus Stabilita, le génie de la terre pacifié, sous l'aspect d'un jeune homme couché qui tient des fruits et des fleurs. Traït soit quemque voluptas, à chacun sa pente, à chacun aussi son but, son ambition, si l'on veut, son goût le plus secret et son plus clair idéal. Le mien était enfermé dans ce mot de beauté, si difficile à définir en dépit de toutes les évidences des sens et des yeux. Je me sentais responsable de la beauté du monde. Je voulais que les villes fussent splendides, aérées, arrosées d'eau claire, peuplées d'êtres humains dont le corps ne fût détérioré ni par les marques de la misère ou de la servitude, ni par l'enflure d'une richesse grossière, que les écoliers récitassent une fois juste des leçons point ineptes, que les femmes au foyer eussent dans leurs mouvements une espèce de dignité maternelle, de repos puissant, que les gymnases fussent fréquentés par des jeunes hommes point ignorants des jeux ni des arts, que les vergers portassent les plus beaux fruits et les champs les plus riches moissons. Je voulais que l'immense majesté de la paix romaine s'étendît à tous, insensible et présente comme la musique du ciel en marche, que le plus humble voyageur pût errer d'un pays, d'un continent à l'autre, sans formalité vexatoire, sans danger, sûr partout d'un minimum de légalité et de culture, que nos soldats continuassent leur éternelle danse pyrrhique aux frontières, que tout fonctionnât sans accroc, les ateliers et les temples, que la mer fût sillonnée de beaux navires et les routes parcourues par de fréquents attelages, que dans un monde bien en ordre, les philosophes eussent leur place et les danseurs aussi. Cet idéal modeste, en somme, serait assez souvent approché si les hommes mettaient à son service une partie de l'énergie qu'ils dépensent en travaux stupides ou féroces. Une chance heureuse m'a permis de le réaliser partiellement durant ce quart de siècle. Arrien de Nicomédie, un des meilleurs esprits de ce temps, aime à me rappeler les beaux vers où le vieux Terpendre a défini en 3 mots l'idéal spartiate, le mode de vie parfait dont Lacédémone a rêvé sans jamais l'atteindre. La force, la justice, les muses. La force était à la base, rigueur sans laquelle il n'est pas de beauté, fermeté sans laquelle il n'est pas de justice. La justice était l'équilibre des parties, l'ensemble des proportions harmonieuses qui ne doit comprendre aucun excès. Force et justice n'étaient qu'un instrument bien accordé entre les mains des muses. Toute misère, toute brutalité était à interdire, comme autant d'insultes au beau corps de l'humanité. Toute iniquité était une fausse note à éviter dans l'harmonie des sphères. En Germanie, des fortifications ou des camps à rénover ou à construire, des routes à frayer ou à remettre en état me retinrent près d'une année. De nouveaux bastions érigés par un parcours de 70 lieues renforcèrent le long du Rhin nos frontières. Ce pays de vignes et de rivières bouillonnantes ne m'offrait rien d'imprévu. J'ai retrouvé les traces du jeune tribun qui portait à Trajan la nouvelle de son avènement. Je retrouvai aussi, par-delà nos derniers forts faits de rondins coupés aux sapinières, le même horizon monotone et noir, le même monde qui nous est fermé depuis la pointe imprudente qui y poussèrent les légions d'Auguste, l'océan d'armes, la réserve d'hommes blancs et blonds. La tâche de réorganisation finie, je descendis jusqu'à l'embouchure du Rhin le long des plaines belges et bataves. Des dunes désolées composaient un visage septentrional coupé d'herbes sifflantes. Les maisons du port de Novia Magus, construites sur pilotis, s'accotaient aux navires amarrés à leur seuil. Des oiseaux de mer juchaient sur les toits. J'aimais ces lieux tristes, qui semblaient hideux à mes aides de camp, ce ciel brouillé, ces fleuves boueux, creusant une terre informe et sans flamme, dont aucun dieu n'a modelé le limon. Une barque à fond presque plat me transporta dans l'île de Bretagne. Le vent nous rejeta plusieurs fois de suite vers la côte, que nous avions quittée. Cette traversée contrariée m'octroya d'étonnantes heures vides. Des nuées gigantesques naissaient de la mer lourde, salie par le sable, incessamment remuée dans son lit. Comme jadis chez les Daces et les Sarmates, j'avais religieusement contemplé la terre. J'apercevais ici pour la première fois un Neptune plus chaotique que le nôtre, un monde liquide infini. J'avais lu dans Plutarque une légende de navigateur concernant une île située dans ces parages qui avoisine la mer ténébreuse et où les Olympiens victorieux auraient depuis des siècles refoulé les titans vaincus. Ces grands captifs du roc et de la vague, flagellés à jamais par un océan sans sommeil, incapables de dormir mais sans cesse occupés à rêver, continueraient à opposer à l'ordre olympien leurs violences, leurs angoisses, leurs désirs perpétuellement crucifiés. Je retrouvais dans ce mythe, placé aux confins du monde, les théories des philosophes que j'avais faites miennes. Chaque homme a éternellement à choisir au cours de sa vie brève entre l'espoir infatigable et la sagesse absence d'espérance, entre les délices du chaos et celles de la stabilité, entre le titan et l'Olympien, à choisir entre eux ou à réussir à les accorder un jour l'un à l'autre.
Les réformes civiles accomplies en Bretagne font partie de mon œuvre administrative dont j'ai parlé ailleurs. Ce qui compte ici, c'est que j'étais le premier empereur à m'installer pacifiquement dans cette île, située aux limites du monde connu, où Claude seul s'était risqué pour quelques jours en qualité de général en chef. Pendant tout un hiver, Londinium devint par mon choix ce centre effectif du monde qu'Antioche avait été par suite des nécessités de la guerre parthe. Chaque voyage déplaçait ainsi le centre de gravité du pouvoir, le mettait pour un temps au bord du Rhin ou sur la berge de la Tamise, me permettait d'évaluer ce qu'eussent été le fort et le faible d'un pareil siège impérial. Ce séjour en Bretagne me fit envisager l'hypothèse d'un État centré sur l'Occident, d'un monde atlantique. Ces vues de l'esprit sont démunies de valeur pratique. Elles cessent pourtant d'être absurdes dès que le calculateur s'accorde pour ces supputations, une assez grande quantité d'avenir. 3 mois à peine avant mon arrivée, la 6e Légion victorieuse avait été transférée en territoire britannique. Elle vit remplacer la malheureuse 9e Légion taillée en pièces par les Calédoniens, pendant les troubles qui avaient été en Bretagne le hideux contre-coup de notre expédition chez les Parthes. 2 mesures s'imposaient pour empêcher le retour d'un pareil désastre. Nos troupes furent renforcées par la création d'un corps auxiliaire indigène. À Eboracoum, du haut d'un tertre vert, j'ai vu manœuvrer pour la première fois cette armée britannique nouvellement formée. En même temps, l'érection d'un mur coupant l'île en deux dans sa partie la plus étroite servit à protéger les régions fertiles et policées du sud contre les attaques des tribus du nord. J'ai inspecté moi-même une bonne partie de ces travaux engagés, partout à la fois sur un glacis de 80 lieues. J'ai trouvé l'occasion d'essayer sur cet espace bien délimité, qui va d'un côté à l'autre, un système de défense qui pourrait ensuite s'appliquer partout ailleurs. Mais déjà cet ouvrage purement militaire favorisait la paix, développait la prospérité de cette partie de la Bretagne. Des villages se créaient, un mouvement d'afflux se produisait vers nos frontières. Les terrassiers de la Légion étaient sondés dans leurs tâches par des équipes indigènes. L'érection du mur était pour beaucoup de ces montagnards, hier encore insoumis, la première preuve irréfutable du pouvoir protecteur de Rome. L'argent de la solde, la première monnaie romaine qui leur passait par les mains. Ce rempart devint l'emblème de mon renoncement à la politique de conquête. Au pied du bastion le plus avancé, je fis ériger un temple dieu-therme. Tout m'enchanta dans cette terre pluvieuse. Les franges de brume au flanc des collines, les lacs voués à des nymphes plus fantasques encore que les nôtres, la race mélancolique aux yeux gris. J'avais pour guide un jeune tribun du corps auxiliaire britannique. Ce dieu blond avait appris le latin, balbuté le grec, s'étudiait timidement à composer des vers d'amour dans cette langue. Par une froide nuit d'automne, j'en fis mon interprète auprès d'une sibylle. Assis sous la hutte, enfumée d'un charbonnier, chauffant nos jambes empêtrées de grosses braies de laine rude, nous vîmes ramper vers nous une vieille créature trempée par la pluie, échevelée par le vent, fauve et furtive comme une bête des bois. Elle se jeta sur de petits pains d'avoine qui cuisaient dans l'âtre. Mon guide amadoua cette prophétesse. Elle consentit à examiner pour moi les volutes de fumée, les soudaines étincelles, les fragiles architectures de sarments et de cendres. Elle vit des cités qui s'édifiaient, des foules en joie, mais aussi des villes incendiées, des files amères de vaincus qui démentaient mes rêves de paix. Un visage jeune et doux qu'elle prit pour une figure de femme à laquelle je refusais de croire. Un spectre blanc qui n'était peut-être qu'une statue, objet plus inexplicable encore qu'un fantôme pour cette habitante des bois et des landes. Et à une distance de quelques vagues années ma mort, que j'aurais bien prévue sans elle. La Gaule prospère, l'Espagne opulente me retarde moins longtemps que la Bretagne. En Gaule narbonnaise, je retrouvai la Grèce qui a essaimé jusque-là ses belles écoles d'éloquence et ses portiques sous un ciel pur. Je m'arrêtai à Nîmes pour établir le plan d'une basilique dédiée à Plotine et destinée à devenir un jour son temple. Les souvenirs de famille rattachés l'impératrice à cette ville m'en rendaient plus cher le paysage sec et doré. Mais la révolte en Mauritanie fumait encore. J'abrégeai ma traversée de l'Espagne, négligeant même entre Cordoue et la mer de m'arrêter un instant à Italica, ville de mon enfance et de mes ancêtres. Je m'embarquai pour l'Afrique à Galès. Les beaux guerriers tatoués des montagnes de l'Atlas inquiétaient encore les villes côtières africaines. Je vécus là pendant quelques brèves journées l'équivalent humide des Mélésarmates. Je revis les tribus domptées une à une, la fière soumission des chefs prosternés en plein désert au milieu d'un désordre de femmes, de ballots et de bêtes agenouillées, mais le sable remplaçait la neige. Il m'eût été doux pour une fois de passer le printemps à Rome, d'y retrouver la villa commencée, les caresses capricieuses de Lucius, l'amitié de Plotine, mais ce séjour en ville fut interrompu presque aussitôt
par d'alarmantes rumeurs de guerre. La paix avec les Parthes avait été conclue depuis 3 ans à peine, et déjà des incendies graves éclataient sur l'Euphrate. Je partis immédiatement pour l'Orient. J'étais décidé à régler ces incidents de frontières par un moyen moins banal que des légions en marche. Une entrevue personnelle fut arrangée avec Osroès. Je ramenai avec moi en Orient la fille de l'empereur, faite prisonnière presque au berceau à l'époque où Trajan occupa Babylone et gardée ensuite comme otage à Rome. C'était une fillette malingre, aux yeux grands. Sa présence et celle de ses femmes m'encombra quelque peu au cours d'un voyage qu'il importait surtout d'effectuer sans retard. Ce groupe de créatures voilées fut ballotté à dos de dromadaire à travers le désert syrien, sous un tendelet aux rideaux sévèrement baissé. Le soir, aux étapes, j'envoyai demander si la princesse ne manquait de rien. Je m'arrêtai 1 heure en Lycie pour décider le marchand Brahmaos, qui avait déjà prouvé ses qualités de négociateur, à m'accompagner, en territoire parthe. Le manque de temps l'empêcha de déployer son luxe habituel. Cet homme, amolli par l'opulence, n'en était pas moins un admirable compagnon de route, accoutumé à tous les hasards du désert. Le lieu de la rencontre se trouvait sur la rive gauche de l'Euphrate, non loin de Doura. Nous traversâmes le fleuve sur un radeau. Les soldats de la garde impériale parthe, cuirassés d'or et montés sur des chevaux non moins éblouissants qu'eux-mêmes, formaient le long des berges une ligne aveugle. L'inséparable Phlégon était fort pâle. Les officiers qui m'accompagnaient ressentaient eux-mêmes quelques craintes. Cette rencontre pouvait être un piège. Opramoas, habitué à flairer l'air de l'Asie, était à l'aise, faisait confiance à ce mélange de silence et de tumulte, d'immobilité et de soudain galop, à ce luxe jeté sur le désert comme un tapis sur du sable. Quant à moi, j'étais merveilleusement dépourvu d'inquiétude. Comme César à sa barque, je me fie à ses planches qui portaient ma fortune. Je donnai une preuve de cette confiance en restituant d'emblée la princesse Parthe à son père, au lieu de la faire garder dans nos lignes jusqu'à mon retour. Je promis aussi de rendre le trône d'or de la dynastie arsacide, enlevé autrefois par Trajan, dont nous n'avions que faire, et auquel la superstition orientale attachait un grand prix. Le faste de ces entrevues avec Osroès ne fut qu'extérieur. Rien ne les différenciait de pourparlers entre deux voisins qui s'efforcent d'arranger à l'amiable une affaire de murs mitoyens. J'étais aux prises avec un barbare raffiné, parlant grec, point stupide, point nécessairement plus perfide que moi-même, assez vacillant toutefois pour sembler peu sûr. Mes curieuses disciplines mentales m'aidaient à capter cette pensée fuyante. Assis en face de l'empereur Parthe, j'apprenais à prévoir et bientôt à orienter ses réponses. J'entrai dans son jeu. Je ne m'imaginais devenu Osroès marchandant avec Adrien. J'ai horreur de débats inutiles, où chacun sait d'avance qu'il cédera ou qu'il ne cédera pas. La vérité en affaires me plaît surtout comme un moyen de simplifier et d'aller vite. Les Parthes nous craignaient, nous redoutions les Parthes. La guerre allait sortir de cet accouplement de nos deux peurs. Les satrapes poussaient à cette guerre par intérêt personnel. Je m'aperçus vite qu'Osroès avait ses Quietus, ses Palmas. Pharasmanès, le plus roman de ces princes semi-indépendants, postés aux frontières, était plus dangereux encore pour l'Empire parthe que pour nous. On m'a accusé d'avoir neutralisé par l'octroi de subsides cet entourage malfaisant et veule. C'était là de l'argent bien placé. J'étais trop sûre de la supériorité de nos forces pour m'encombrer d'un amour-propre imbécile. J'étais prêt à toutes les concessions creuses qui ne sont que prestige et à aucune autre. Le plus difficile fut de persuader Osroès que si je faisais peu de promesses, c'est que j'entendais les tenir. Il me crut pourtant, ou fit comme s'il me croyait. L'accord conclu entre nous au cours de cette visite dure encore. Depuis 15 ans de part et d'autre, rien n'a troublé la paix aux frontières. Je compte sur toi pour que cet état de choses continue après ma mort. Un soir, sous la tente impériale, durant une fête donnée en mon honneur par Osroès, j'aperçus au milieu des femmes et des pages aux longs cils un homme nu, décharné, complètement immobile, dont les yeux grands ouverts paraissaient ignorer cette confusion de plats chargés, de viande, d'acrobates et de danseuses. Je lui adressai la parole par l'intermédiaire de mon interprète. Il ne daigna pas répondre, c'était un sage. Mais ses disciples étaient plus loquaces. Ces pieux vagabonds venaient de l'Inde, et leur maître appartenait à la puissante caste des brahmanes. Je compris que ces méditations l'induisaient à croire que l'univers tout entier n'était qu'un tissu d'illusions et d'erreurs. L'austérité, le renoncement, la mort étaient pour lui le seul moyen d'échapper à ce flot changeant des choses par lesquelles au contraire notre Héraclite s'est laissé porter. De rejoindre par-delà le monde des sens
cette sphère du divin pur, ce firmament fixe et vide dont a aussi rêvé Platon. À travers les maladresses de mes interprètes, je pressentais des idées qui ne furent donc pas complètement étrangères à certains de nos sages, mais que l'Indien exprimait de façon plus définitive et plus nue. Ce brahman était arrivé à l'état où rien, sauf son corps, ne le sépare plus du Dieu intangible, sans substance et sans forme auquel il voulait s'unir. Il avait décidé de se brûler vif le lendemain. Osroès m'invita à cette solennité. Un bûcher de bois odoriférant fut dressé. L'homme s'y jeta et disparut sans un cri. Ses disciples ne donnèrent aucun signe de regret. Ce n'était pas pour eux une cérémonie funèbre. J'ai repensé longuement pendant la nuit qui suivit. J'étais couché sur un tapis de laine précieuse, sous une tente drapée d'étoffes chatoyantes et lourdes. Un page me massait les pieds. Du dehors m'arrivaient les rares bruits de cette nuit d'Asie. Une conversation d'esclaves chuchotant à ma porte, le froissement léger d'une palme, au pramaos ronflant derrière une teinture, le frappement du sabot d'un cheval à l'entrave, plus loin venant du quartier des femmes, le recoulement mélancolique d'un chant. Le brahman avait dédaigné tout cela. Cet homme, ivre de refus, s'était livré aux flammes comme un amant roule au creux d'un lit. Il avait écarté les choses, les êtres, puis soi-même, comme autant de vêtements qui lui cachaient cette présence unique, ce centre invisible et vide qu'il préférait à tout. Je me sentais différent, prêt à d'autres choix. L'austérité, le renoncement, la négation ne m'étaient pas complètement étrangers. J'y avais mordu comme on le fait presque toujours à 20 ans. J'avais moins de cet âge lorsqu'à Rome, conduit par un ami, j'étais allé voir le vieil Épictète dans son lit de Subure, peu de jours avant que Domitien l'exilât. L'ancien esclave, auquel un maître brutal avait jadis brisé la jambe sans parvenir à lui arracher une plainte, le vieillard chétif, supportant avec patience les longs tourments de la gravelle, m'avait semblé en possession d'une liberté quasi divine. J'avais contemplé avec admiration ces béquilles, cette paillasse, cette lampe de terre cuite, cette cuillère de bois dans un vase d'argile, simple outil d'une vie pure. Mais Épictète renonçait à trop de choses, et je m'étais vite rendu compte que rien, pour moi, n'était plus dangereusement facile que de renoncer. L'Indien, plus logique, rejetait la vie elle-même. J'avais beaucoup à apprendre de ces purs fanatiques, mais à condition de détourner de son sens la leçon qu'il m'offrait. Ces sages s'efforçaient de retrouver leur Dieu par-delà l'océan des formes et de le réduire à cette qualité d'unique, d'intangible, d'intemporel à laquelle il a renoncé le jour où il s'est voulu univers. J'entrevoyais autrement mes rapports avec le divin. Je m'imaginais secondant celui-ci dans son effort d'informer, d'ordonner un monde, d'en développer et d'en multiplier les circonvolutions, les ramifications, les détours. J'étais l'un des segments de la roue, l'un des aspects de cette force unique engagée dans la multiplicité des choses, aigle et taureau, homme et cygne, phallus et cerveau, tout ensemble, Protée qui est en même temps Jupiter. Et c'est vers cette époque que je commençais à me sentir Dieu. Ne te méprends pas. J'étais plus que jamais ce même homme, nourri des fruits et des bêtes de la terre, rendant au sol les résidus de ses aliments, sacrifiant au sommeil à chaque révolution des astres, inquiet jusqu'à la folie quand lui manquait trop longtemps la chaude présence de l'amour. Ma force, mon agilité physique ou mentale, étaient maintenues soigneusement par une dynastie toute humaine. Mais que dire sinon que tout cela était divinement vécu. Les expérimentations hasardeuses de la jeunesse avaient pris fin et sa hâte de jouir du temps qui passe. À 44 ans, je me sentais sans impatience, sûr de moi, aussi parfait que me le permettait ma nature éternelle, et comprends bien là qu'il s'agit d'une conception de l'intellect. Les délires, s'il faut leur donner ce nom, vinrent plus tard. J'étais Dieu, tout simplement parce que j'étais homme. Les titres divins que la Grèce m'octroya par la suite ne firent que proclamer ce que j'avais de longue date constaté par moi-même. Je crois qu'il m'eût été possible de me sentir Dieu dans les prisons de Domitien, ou à l'intérieur d'un puits de mine. Si j'ai l'audace de le prétendre, c'est que ce sentiment me paraît à peine extraordinaire et nullement unique. D'autres que moi l'ont eu et l'auront à l'avenir. J'ai dit que mes titres ajoutaient peu de choses à cette étonnante certitude. Par contre, celle-ci se trouvait confirmée par les plus simples routines de mon métier d'empereur. Si Jupiter est le cerveau du monde, l'homme chargé d'organiser et de modérer les affaires humaines peut raisonnablement se considérer comme une part de ce cerveau qui préside à tout. L'humanité a tort ou a raison, a presque toujours conçu son Dieu en termes de providence. Mes fonctions m'obligeaient à être pour une partie du genre humain cette providence incarnée. Plus l'État se développe, en serrant les hommes de ses mailles exactes et glacées,
plus la confiance humaine aspire à placer à l'autre bout de cette chair immense l'image adorée d'un homme protecteur, que je le voulus ou non. Les populations orientales de l'Empire me traitaient en Dieu. Même en Occident, même à Rome, où nous ne sommes officiellement déclarés divins qu'après la mort, l'obscure piété populaire se plaît de plus en plus à nous défier vivants. Bientôt la reconnaissance Sparte éleva des temples à l'empereur romain, qui avait instauré et maintenu la paix. J'eus mon sanctuaire à Volégésie, au sein de ce vaste monde étranger. Loin de voir dans ces marques d'adoration un danger de folie ou de prépotence pour l'homme qui les accepte, j'y découvris un frein, l'obligation de se dessiner d'après quelques modèles éternels, d'associer à la puissance humaine une part de suprême sapience. Être Dieu oblige, en somme, à plus de vertu qu'un être empereur. Je me fis initier à Éleusis 18 mois plus tard. En un sens, cette visite à Osroès avait marqué un tournant de ma vie. Au lieu de rentrer à Rome, j'avais décidé de consacrer quelques années aux provinces grecques et orientales de l'Empire. Athènes devenait de plus en plus ma patrie, mon centre. Je tenais à plaire aux Grecs et aussi à m'helléniser le plus possible. Mais cette initiation, motivée en partie par des considérations politiques, fut pourtant une expérience religieuse sans égale. Ces grands rites ne font que symboliser les événements de la vie humaine, mais le symbole va plus loin que l'acte. Explique chacun de nos gestes en termes de mécanique éternelle. L'enseignement reçu à Éleusis doit rester secret. Il y a d'ailleurs d'autant moins de chances d'être divulgué qu'il est par nature ineffable. Formulé, il n'aboutirait qu'aux évidences les plus banales, l'ajustement et sa profondeur. Les degrés plus élevés qui me furent ensuite conférés au cours de conversations privées et avant avec les hiérophantes n'ajoutèrent presque rien au choc initial, ressenti tout aussi bien par le plus ignorant des pèlerins qui participent aux ablutions rituelles et boit à la source. J'avais entendu les dissonances se résoudre en accord. J'avais pour un instant pris appui sur une autre sphère, contemplé de loin, mais aussi de tout près cette procession humaine et divine où j'avais ma place, ce monde où la douleur existe encore mais non plus l'erreur. Le sort humain, ce vaste tracé dans lequel l'œil le moins exercé reconnaît tant de fautes, scintillait comme les dessins du ciel. Et c'est ici qu'il convient de mentionner une habitude qui m'entraîna toute ma vie sur des chemins moins secrets que ceux d'Éleusis, mais qui en somme leur sont parallèles. Je veux parler de l'étude des astres. J'ai toujours été l'ami des astronomes et le client des astrologues. La science de ces derniers est incertaine, fausse dans le détail, peut-être vraie dans l'ensemble, puisque l'homme, parcelle de l'univers, est régi par les mêmes lois qui président au ciel. Il n'est pas absurde de chercher là-haut des thèmes de nos vies, les froides sympathies qui participent à nos succès et à nos erreurs. Je ne manquais pas chaque soir d'automne de saluer au sud le Verseau, les chansons célestes, le dispensateur sous lequel je suis né. Je n'oubliais pas de repérer à chacun de leurs passages Jupiter et Vénus qui règlent ma vie, ni de mesurer l'influence du dangereux Saturne. Mais si cette étrange réfraction de l'humain sur la voûte céleste préoccupait souvent mes heures de veille, je m'intéressais plus fortement encore aux mathématiques célestes, aux spéculations abstraites auxquelles donnent lieu ces grands corps enflammés. J'inclinais à croire, comme certains des plus hardis d'entre nos singes, que la Terre participait elle aussi à cette marche nocturne et diurne dont les saintes processions d'Éleusis sont toutes plus humains simulacres. Dans un monde où tout n'est que tourbillon de force, danse d'atomes, où tout est à la fois en haut et en bas, à la périphérie et au centre, je concevais mal l'existence d'un globe immobile, d'un point fixe qui ne serait pas en même temps mouvant. D'autres fois, les calculs de la précession des équinoxes, établis par Hipparque d'Alexandrie, hantaient mes veillées nocturnes. J'ai retrouvé sous forme de démonstration et non plus de fable ou de symbole ce même mystère éleusiaque du paysage et du retour. L'épi de la Vierge n'est plus de nos jours au point de la carte où Hipparque l'a marqué, mais cette variation est l'accomplissement d'un cycle, et ce changement même confirme les hypothèses de l'astronaute. Lentement, inéluctablement, ce firmament redeviendra ce qu'il était au temps d'Hipparque. Il sera de nouveau ce qu'il est au temps d'Adrien. Le désordre s'intégrait à l'ordre. Le changement faisait partie d'un plan que l'astronome était capable d'appréhender d'avance. L'esprit humain révélait ici sa participation à l'univers par l'établissement d'exacts théorèmes comme à Éleusis par des cris rituels et des danses. L'homme qui contemple et les astres contemplés relaient inévitablement vers leur fin, marqués quelque part au ciel. Mais chaque moment de cette chute était un temps d'arrêt, un repère, un segment d'une courbe, aussi solide qu'une chaîne d'or. Chaque glissement nous ramenait à ce point
qui, parce que par hasard nous nous sommes trouvés, nous paraît un centre. Depuis les nuits de mon enfance, où le bras levé de Marulénus m'indiquait les constellations, la curiosité des choses du ciel ne m'a pas quittée. Durant l'éveil forcé des camps, j'ai contemplé la lune, courant à travers les nuages des cieux barbares. Plus tard, par de claires nuits attiques, j'ai écouté l'astronome Théron de Rhodès m'expliquer son système du monde. Étendu sur le pont d'un navire en pleine mer Égée, j'ai regardé la lente oscillation du mât se déplacer parmi les étoiles, aller de l'œil rouge du taureau aux pleurs des Pléiades, de Pégase au cygne. J'ai répondu de mon mieux aux questions naïves et graves du jeune homme, qui contemplait avec moi ce même ciel. Ici, à la villa, j'ai fait construire un observatoire, dont la maladie m'empêche aujourd'hui de gravir les marches. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai fait plus. J'ai offert aux constellations le sacrifice d'une nuit tout entière. Ce fut après ma visite à Osroès, durant la traversée du désert syrien. Couché sur le dos, les yeux bien ouverts, abandonnant pour quelques heures tout souci humain, je me suis livré, du soir à l'aube, à ce monde de flammes et de cristal. Ce fut le plus beau de mes voyages. Le grand astre de la constellation de la Lyre, étoile polaire des hommes qui vivront quand, depuis quelques dizaines de milliers d'années, nous ne serons plus, resplendissait sur ma tête. Les Gémeaux luisaient faiblement dans les dernières lueurs du couchant. Le serpent précédait le Sagittaire, l'aigle montait vers le zénith, toute aile ouverte, et à ses pieds cette constellation non désignée encore par les astronomes, et à laquelle j'ai donné depuis le plus cher des noms. La nuit, jamais tout à fait aussi complète que le croient ceux qui vivent et qui dorment dans les chambres, se fit plus obscure, plus claire. Les feux qu'on avait laissés brûler pour effrayer les chacals s'éteignirent. Ce tas de charbon ardent me rappela mon grand-père debout dans sa vigne, et ses prophéties devenues désormais présents et bientôt passées. J'ai essayé de m'unir au divin sous bien des formes. J'ai connu plus d'une extase. Il en est d'atroces, et d'autres d'une bouleversante douceur. Celle de la nuit syrienne fut étrangement lucide. Elle inscrivit en moi les mouvements célestes avec une précision à laquelle aucune observation partielle ne m'aurait jamais permis d'atteindre. Je sais exactement, à l'heure où je t'écris, quelle étoile pâle ici, à Tibur, au-dessus de ce plafond orné de stucs et de peintures précieuses, et ailleurs là-bas, sur une tombe, quelques années plus tard, la mort allait devenir l'objet de ma contemplation constante, la pensée à laquelle je donnais toute celle des forces de mon esprit qui n'absorbaient pas l'état. Et qui dit mort dit aussi le monde mystérieux auquel il se peut qu'on accède par elle. Après tant de réflexions et d'expériences parfois condamnables, j'ignore encore ce qui se passe derrière cette tenture noire. Mais la nuit syrienne représente ma part consciente d'immortalité.